Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que le confinement n'est pas trop dur pour vous comme pour vos proches. De mon côté, ça va. Pour tout vous dire, je suis ravie de partager avec vous le premier épisode de Présente, un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions ne porteront donc pas sur les œuvres en elles-mêmes, mais sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresserai d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'ai envie de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici, nous serons enregistrés et vous aurez la possibilité de tout écouter. Allez, c'est parti. Pour le premier épisode de Présente, j'ai proposé à Marion Mounic d'être mon invitée. D'abord parce que c'est mon amie et que j'avais envie de commencer avec une personne qui sait à quel point je peux être stressée de vous présenter ce podcast. Mais si j'ai voulu que Marion inaugure Présente, c'est aussi parce que je suis immensément fan de son travail. Je l'ai rencontrée en 2018 à Tarbes alors qu'elle était encore étudiante à l'École supérieure d'art des Pyrénées. C'est l'artiste Nicolas Dauban que je salue et remercie encore aujourd'hui qui nous a présenté. Marion Mounic, je vais seulement t'appeler Marion déjà. Puis je vais commencer par te remercier d'avoir accepté mon invitation à participer au premier épisode de Présente. Merci. Et c'est parti. Marion, ça va? C'est pas trop dur ce confinement? T'as réussi à trouver ton rythme? Bon, d'abord, bonjour Camille, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, comme tu sais, moi je suis à 7 chez moi où j'ai l'immense chance d'avoir un atelier. Donc ce confinement, finalement, il n'est pas si désagréable que ça et il devient plutôt un temps précieux où j'ai la possibilité et le temps d'investir mon travail d'une nouvelle manière. Je pense à des nouvelles problématiques, à des nouvelles formes, un peu sans pression. Il n'y a pas de deadline et de timing à respecter, donc ça c'est quelque chose qui est assez agréable. Et ça me permet de me recentrer finalement sur de nouvelles recherches et d'amorcer des nouvelles expérimentations plus complexes et plus chronophages qu'en temps normal. Donc c'est plutôt positif. Et pour commencer, j'aimerais que tu nous expliques un peu comment tu as atterri dans l'art contemporain. Alors qu'on se méprenne pas, te concernant, c'est pas du tout une question bateau de début d'entretien, parce qu'a priori tu dirigeais vers une carrière tout autre, car tu devais devenir footballeuse. Alors, une carrière de footballeuse, c'est un bien grand mot, mais effectivement, j'étais pas prédestinée à devenir artiste, ou c'était pas un rêve de gosse, loin de là. Après le sport-études, j'ai fait le choix en fait de me diriger plutôt vers des études de communication et de graphisme. Et à la fin de ma licence de design graphique, j'ai suivi un précieux conseil qui était de tenter les beaux-arts. Donc en fait, je suis rentrée aux beaux-arts avec plutôt l'idée d'apprendre à manipuler des outils qui me serviront plus tard en tant que graphiste, comme développer des photos ou créer mes propres textures ou mes typographies, etc. Et en fait, très vite, je me suis prise au jeu et je me suis fait aspirer par le monde des beaux-arts et plus largement le monde de l'art. Donc j'ai continué dans cette direction. Et en fait, je crois que si je me suis autant fait aspirer, c'est que très vite j'ai vu des similitudes aussi avec le sport et avec le football, au niveau du collectif, mais aussi au niveau de l'intensité du travail à fournir, de la difficulté de la réalité du milieu, et aussi l'importance de se surpasser en tout cas. Et, et je crois qu'en fait, il est beaucoup question d'endurance, que ce soit dans l'art ou dans le sport, de mental, mais il y a quelque chose qui, moi, m'anime profondément, c'est surtout la notion de plaisir. Et en fait, je vais à l'atelier avec la même envie que j'avais d'aller sur le terrain de foot, et ça reste quelque chose qui est très important et qui fait que l'art me fait vivre. Et pour les personnes qui connaîtraient pas du tout ton travail, pour qu'elles puissent comprendre ce dont on parle, je pense qu'on peut dire que ton travail emprunte principalement deux grands axes. Le premier fait référence à ta mère et par extension à la question de la vision, quand le second est davantage lié à tes origines marocaines et au manque de connaissances aussi que tu as sur celle-ci et que tu tâches de pallier. Ces deux thèmes se réfèrent à des choses très intimes qui font appel à ta vie privée. Qu'est-ce que tu racontes en général quand il faut parler à la presse, aux collectionneurs, aux collectionneuses et aux personnes qui découvrent ton travail?
Évidemment, mon travail est intimement lié à ce que je vis et comme tu le sais, j'ai grandi avec ma mère qui a la maladie de Stargardt. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, la maladie de Stargardt, il s'agit d'une tache au centre de la rétine qui grandit au fur et à mesure des années. Les personnes qui sont atteintes de cette maladie perdent leur vision centrale mais conservent leur champ de vision périphérique et développent des stratégies dans la vision et dans le déplacement pour continuer à essayer d'être autonomes. Donc j'ai grandi avec une maman malvoyante et j'ai appris en quelque sorte à être ses yeux ou, comme on peut dire, à voir pour deux. Et en, en vivant ça, je me suis toujours interrogée sur sa vision, sur ce qu'elle voyait vraiment. Et pendant longtemps, par exemple, je me suis amusée à flouter ma vue en forçant sur mes yeux, pensant que je pouvais reproduire cette vision. Je me suis toujours demandé si elle voyait les couleurs comme moi, si l'herbe du terrain était aussi verte, ou comment elle faisait pour voir par exemple les reflets sur les pistes de ski. Et finalement, l'art c'est devenu un prétexte à discuter de cette vision altérée avec elle. Et à Tarbes, là où j'ai fait mes beaux-arts, j'habitais par exemple pas loin d'une pizzeria. Et en passant devant un soir avec ma mère, je lui ai demandé ce qu'elle voyait de cette enseigne lumineuse. Et elle m'a dit que donc cette enseigne elle était verte et rouge. La pizzeria s'appelait le Radis Noir et sa réponse ça a été de me dire je vois un nuage coloré où les deux couleurs se mélangent, s'entremêlent et viennent former une troisième couleur au centre. Et de là est venue l'idée de faire la pièce Chroma que tu connais, qui est finalement intimement liée à cette histoire et qui par le titre fait référence à Derek Jarman qui a perdu la vue suite au sida et qui a écrit sur cette expérience de la couleur. Donc en fait toutes mes œuvres qui sont plutôt liées à cet axe de la vision, ils viennent prendre un point d'ancrage dans mon histoire intime. Donc en fait c'est vraiment des dialogues que je crée entre ma propre réalité, mon environnement, mes histoires personnelles, mais à la fois qui sont liées à une mémoire collective où les gens, quand ils sont face à mes installations, peuvent se raconter toute autre histoire que mes histoires intimes. Et en fait, c'est ça qui m'anime aussi, c'est de venir exactement de la même façon que dans le dialogue avec ma mère, créer des entre-deux entre ce que moi je peux créer ou ce que moi je vois et ce que les personnes ressentent et voient. Et en fait, c'est cet entre-deux qui, je pense, fait partie intégrante de mes œuvres. Et justement, quand tu parlais de dialogue, il y a donc la question de la vision dans ton travail, mais il y a aussi le deuxième axe qui, lui, porte davantage sur le Maroc. Il faut savoir que tu as des origines marocaines, que tu as découvertes assez tardivement dans ta vie. En 2016, si je dis pas de bêtises, tu décides donc de partir bosser là-bas. Les œuvres qui voient le jour lors de cette résidence me touchent particulièrement personnellement parce que je trouve qu'on décèle dans chacune d'entre elles une grande humilité, si ce n'est de la timidité, si je puis dire, dans la manière dont tu les as conçues. On voit qu'à l'époque où tu les as faites, tu étais dans une espèce de quête intérieure. On sent vraiment que tu es parti faire cette résidence avec un regard d'occidental, dont tu avais plus ou moins conscience, et que tu t'es confronté à une culture qui était censée être la tienne, mais qui t'était encore relativement inconnue. Comment tu dealais justement avec tous ces ressentiments ? Exactement comme dans mon axe de la vision, l'art c'est devenu aussi un prétexte à comprendre mes origines marocaines et d'aller là-bas c'était vraiment de vivre de nouvelles expériences et surtout de comprendre cette culture qui finalement est en même temps la mienne et en même temps ne l'est pas parce que je l'ai pas vécue dans mon éducation familiale. Donc pendant cette résidence au Maroc, j'ai vécu dans deux endroits. J'ai vécu à Tiznit, donc au sud du Maroc, où j'avais été invitée par un artiste marocain qui a fait les arts déco de Strasbourg, qui est Mohamed El Mouride, que je remercie encore aujourd'hui pour cette expérience. Et j'ai aussi vécu à Tanger, dans la famille d'un ami, qui m'a hébergée pendant 2 mois. Donc en fait, ça a été vraiment une expérience dans le sens où moi, j'essayais à la fois d'avoir une quête intérieure, comme tu l'as dit, et à la fois d'essayer de mettre en lumière mes questionnements face à cette culture et par rapport à ce regard exactement comme tu me l'as dit, de femme occidentale. Mais finalement, je me situe, comme je le disais tout à l'heure, dans un entre-deux. Et c'est dans cet entre-deux que j'ai réussi à trouver ma place. C'est-à-dire que dans ces œuvres-là, qui sont plus liées à cet axe du Maroc, je fais le choix, en fait, de donner à voir une expérience et pas une vérité. Et donc en fait, quand je présente mes œuvres,
je deal en disant que voilà, c'est ma vision et que c'est très subjectif et que je porte pas un regard sur cette culture-là comme je n'ai pas de regard sur la culture occidentale. En tout cas, j'y suis pour vivre des expériences et les ramener dans mon travail, mais exactement comme je le fais avec la question de la vision altérée. C'est un entre-deux parce que j'établis des œuvres où je parle de cette vision altérée sans savoir ce qu'est vraiment une vision avec la maladie de Stargardt. Donc en fait, je me situe dans un entre-deux et c'est là-dedans que j'arrive, on va dire, à mettre en lumière ces expériences et créer des œuvres autour de ça. Et j'aimerais qu'on aille un peu vers presque l'anecdote. J'aimerais qu'on parle plus particulièrement de la manière dont tu as conçu l'œuvre Sama. Je vais rapidement la décrire pour qu'on puisse comprendre un peu mieux de quoi je parle et ensuite je te demanderai de nous expliquer comment elle t'est venue. Sama, ce sont 3 cocottes minutes qui sont posées à même le sol et qui tournent silencieusement, chacune à leur rythme parce que tu as placé sous chacune d'entre elles un moteur. Ces cocottes minutes, ce sont des allégories de situations féminines que tu as rencontrées. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ce qui vient en amont de cette pièce et le cheminement intellectuel que tu as fait pour y arriver en fait? Donc en fait, Sama, c'est une pièce qui a été, on va dire, pensée lors de mon deuxième voyage à Tanger, où je vivais donc dans cette famille marocaine et où j'étais à la fois considérée comme une femme et comme un membre, voire un enfant de la famille. Donc dans cette famille, j'avais pas le droit de faire toutes les tâches quotidiennes, c'est-à-dire que je pouvais pas faire la vaisselle, je pouvais pas faire mes lessives, pas faire le ménage, en tout cas je pouvais pas aider réellement au travail de la maison. Donc il était question de... C'était très compliqué parce qu'il était question à la fois de comprendre la culture, de comprendre la vie de cette famille, sans pour autant pouvoir y entrer réellement dedans. Donc en fait, je suis passée par le biais de la vidéo, qui était quelque chose d'assez nouveau dans mon travail, et j'ai choisi de filmer ces femmes dans leur quotidien, et notamment dans la cuisine, qui était la pièce principale de la maison, qui était le noyau de la maison. Donc quand j'ai filmé ces femmes et que j'ai revisionné ces vidéos à mon retour de résidence, j'ai finalement apparenté leurs déplacements et leurs gestes à de la danse. Et dans cette question de la danse m'est venue la question de l'émancipation, parce qu'en fait la cuisine là-bas est à considérer dans une succession de jours, de repas, et finalement elle régit le rythme de la vie de ces femmes. Et il y avait une question qui me prenait vraiment à cœur quand j'étais au Maroc, c'était de savoir si finalement, est-ce qu'elles étaient pleinement heureuses de passer la majorité de leur temps à cuisiner, ou est-ce que finalement c'était un fardeau. Et je les interroge face à cette situation et je me rends compte qu'il n'y a pas de vérité et que c'est très subjectif les réponses qui vont me revenir. Et donc en fait, je me rends compte que finalement cette cuisine, c'est aussi un lieu où il se passe des choses qui n'existent pas en dehors de ce lieu géographique qui est la cuisine. C'est-à-dire que les femmes sont entre elles parlent de choses dont elles ne parleraient pas avec d'autres membres de la société ou avec la présence d'un homme par exemple. Et finalement, cette question m'amène à l'idée de l'émancipation. Si ces femmes dans la cuisine, elles arrivent à discuter de choses dont elles ne peuvent pas faire dans la société, finalement, ça veut dire que dans ce lieu géographique de la cuisine, il y a la question de l'émancipation, il y a la question d'un questionnement plus profond ou de choses qui peuvent être dites sans a priori et sans crainte. Et intellectuellement, j'ai aussi rapproché ça beaucoup au texte de Luce Géard dans L'invention du quotidien, le tome 2, qui est Habiter et cuisiner, où justement elle parle de cette émancipation à travers la cuisine, qui est de dire que la cuisine c'est aussi un moment où on se retrouve à la fois ensemble, mais aussi avec soi-même, et où on pense les choses comme nous on a envie de les faire et comme on les ressent. Et finalement dans la cuisine, du côté de ma famille maternelle, je suis d'origine italienne, et j'ai vu en fait des gestes au Maroc, les mêmes que ce que je voyais chez ma grand-mère en France, qui est de cuisiner, de s'entraider entre femmes, de parler d'autres choses quand les hommes ne sont pas là, et de pouvoir en fait mettre en place
des mouvements, des, en fait, des variations qui appartiennent à chaque femme. Et donc, en fait, dans cette idée de variation, de, comment dire, de style propre, en fait, j'ai la sensation que quand les femmes cuisinent, elles sont à la fois avec elles-mêmes et à un moment donné, elles prennent certains choix qui leur appartiennent et qui font qu'elles vont essayer de s'élever en tant que femme et en tant qu'individualité. Et en fait, c'est dans ce sens-là où Sama se construit, en fait. Sama, il y a cette allégorie de la femme, mais ces 3 cocottes minutes qui tournent à des variations différentes. Pour moi, c'est vraiment cette question-là d'être un ensemble et à la fois une individualité qui assume ce qu'elle est et qui fait les choses comme elle a envie de les faire. Mais t'as finalement... J'allais un peu me livrer personnellement et en attendant un retour et finalement tu l'as fait là, mais c'est pour te dire, c'est une pièce que moi j'affectionne tout particulièrement parce que j'ai l'impression qu'elle illustre très bien le cheminement que j'ai moi-même effectué en grandissant, parce que j'ai un temps abordé le féminisme comme on a tendance à le faire traditionnellement en France, à savoir avec un regard très occidental, de femmes blanches, de femmes cis, de femmes valides, etc. J'étais pas du tout assez consciente des problématiques auxquelles les autres femmes pouvaient être confrontées. Enfin, j'étais ado, quoi, pas assez cultivée, pas assez consciente de l'ensemble des femmes qui composent notre humanité et de la notion d'intersectionnalité aussi. Ton œuvre, Sama, en fait, encore aujourd'hui, elle me donne à penser et elle accompagne mes réflexions sur la manière dont je dois apprécier l'autre dans ma vie de manière générale et aussi dans ma lutte féministe. Je trouve que c'est une œuvre, que cette œuvre, elle parle aussi de cette prise de conscience du fait de ne pas avoir une vérité absolue dans la manière d'envisager sa vie et aussi d'envisager l'autre. Ouais, Quoi. bien sûr, en fait, ce regard que je porte sur la culture marocaine, c'est vraiment à considérer comme une nouvelle appréhension du monde et pour moi, elle accentue cette compréhension à l'autre, en fait. Et c'est réellement l'enjeu de cette résidence, c'est-à-dire de comprendre la culture et à la fois à travers ce regard occidental, mais également en étant moi-même intimement lié à cette culture. Et je crois, et tu le sais, que ces relations interculturelles, elles sont nécessaires à l'existence de ma propre identité. Souvent, pour anecdote, on pose la question de mon accent. Et je dis, mon accent, il est rhizome, en fait. Il vient de plein de choses différentes. Et je pense que c'est ça aussi qui fonde l'autre. Et c'est en tout cas comme ça que dans ma vie, j'essaye d'appréhender l'autre en me disant que l'autre est une extension de tout le monde en fait et qui ne peut être autre qu'en prenant de chacun. Donc en fait Sama pour moi c'est aussi tout ça et c'est dans cette idée que j'aborde cette question-là et en fait cette question elle arrive à moi par la cuisine. Peut-être parce qu'au Maroc, je me retrouve dans ce lieu géographique, mais parce qu'en fait, quand je suis là-bas, ça fait aussi sens de tout le temps de mon enfance que j'ai passé dans la cuisine de ma grand-mère ou à voir ma mère avec la cocotte minute, etc. Et en fait, c'est l'autre qui me révèle cette image-là, mais en fait, cette image-là, elle fait déjà partie de moi. Et donc, je crois que c'est comme ça un petit peu que les choses, elles se construisent. Bah voilà, je l'aime toujours un peu plus cette œuvre. Il suffit qu'on en reparle en plus pour. Enfin, c'est trop fort. Merci. Et je profite du fait qu'on parle de la manière dont on envisage nos vies pour aborder la deuxième et dernière partie de ce podcast que je souhaite consacrer aux problématiques qui entourent la carrière d'artiste. Aujourd'hui, tu vis et tu travailles à Sète, en Occitanie. C'était un vrai choix de ta part de vivre en région et non pas à Paris. Tu avais fait un choix assez similaire pendant tes études en prenant la décision d'être à l'École supérieure d'art des Pyrénées à Tarbes et non pas à Villa-Arson. Cette école à Tarbes, c'est une des plus petites écoles d'art de France. Pourquoi ces choix et ce refus d'aller dans les grands centres? Et surtout, maintenant que tu es installée, est-ce que tu peux dire que c'est possible d'envisager de commencer sa carrière d'artiste en tant que jeune créatrice, loin des centres névralgiques de l'art contemporain? Alors bien sûr, c'est un vrai choix pour moi de rester en région, comme de faire une petite école d'art, d'être à Tarbes et de refuser d'aller à la villa. C'est vraiment un choix personnel.
Mais je crois qu'en fait, j'ai toujours eu tendance à m'écouter et en fait, j'ai besoin d'avoir un confort de vie qui me permet de me sentir bien là où je suis pour avoir des relations presque finalement familiales avec les gens que je côtoie, que ce soit aussi bien les artistes que les directeurs de centres d'art ou les conseillers de la DRAC ou je ne sais quoi. Et donc en fait, tu vois, rester à Tarbes, c'était aussi ce choix-là d'être dans une petite école familiale où les gens se connaissent à tel point que on peut se retrouver à parler de l'art en soirée ou presque faire des soirées en faisant de l'art ou je sais pas quoi. Et en fait, d'essayer de limiter les frontières en fait entre les relations qu'on peut avoir et le travail. Et donc oui, là par exemple, je fais le choix d'être installée à 7 depuis 1 an maintenant, depuis ma sortie du diplôme. Et cette position géographique, je la choisis aussi dans l'idée où en fait ça me permet à la fois d'avoir un atelier avec un confort de vie et en même temps le choix de 7, je vais être honnête avec toi, c'est 7 ça fait partie de la région Occitanie, Tarbes c'est dans la région Occitanie, en fait c'est les deux extrêmes dans la région Occitanie et ça me permet en fait de continuer à développer mon réseau au sein de cette région en conservant le réseau que j'ai pu faire au sein de l'école mais en l'ouvrant plutôt vers Montpellier, voire vers Nice et ainsi de suite. Et en fait tu vois, ta rencontre a fait que il y a eu des opportunités sur Paris et c'est très facile pour moi. Si tu me dis demain je dois venir sur Paris, tu sais que je peux être là. Et comme toi, tu m'as dit demain je viens à Toulouse et t'étais là. Et en fait, c'est aussi dans cette manière-là que je conçois ma vie d'artiste. C'est-à-dire que je veux bien être artiste et je sais que c'est un milieu difficile. Mais je veux pas, j'ai besoin d'avoir un confort de vie et j'ai besoin d'avoir quelque chose qui m'anime, qui puisse m'animer aussi en dehors de l'art. Et du coup, enfin très brièvement, mais tu pourrais aller jusqu'à le conseiller à des jeunes artistes. Enfin, tu pourrais dire que, enfin, en tout cas, c'est faisable Bien sûr. et il faut pas courir à Paris dès qu'on a fini son école à Nantes, enfin, que sais-je quoi, à Perpignan ou voilà. En fait, ce que je crois fondamentalement, c'est que chacun doit faire comme il le sent. Et c'est vrai que moi, je sentais pas d'aller à Paris, mais vraiment, je pourrais très bien conseiller et je le fais souvent à des jeunes artistes ou des étudiants, typiquement de faire Tarbes, parce que certes, ça n'a pas une renommée sur notre CV comme la Villa Arson, comme les Beaux-Arts de Paris ou que sais-je, mais en fait, je crois que il y a des choses qui se passent dans les petites structures ou dans les petites écoles qui sont pas possibles ailleurs. Et en fait, souvent on dit ouais, mais tu vois, si t'es dans une petite école, t'auras pas tel atelier ou tel atelier. Si t'es dans une grande ville, t'auras pas tel collectionneur ou tel galeriste. En fait, je crois fondamentalement que là où il y a pas, eh ben en fait, il y a plus de choses qui peuvent se faire et que tout est à construire. Et je préfère partir je sais pas comment dire, dans une base où il y a rien et construire les choses avec des artistes, avec des gens qui ont rien à voir avec l'art. En tout cas, construire des choses, ça m'anime beaucoup plus que aller dans des endroits où les choses sont déjà faites et où moi, je vais devoir me modeler à rentrer dans ces choses préconçues, entre guillemets. Donc, évidemment que je pourrais conseiller à des jeunes artistes qui finissent leurs études de pas forcément aller à Paris s'ils en ont pas réellement l'envie et qu'ils en ressentent pas le besoin. En fait, je pense que le vrai secret, c'est pas un secret d'ailleurs, c'est qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut être mobile et qu'il faut être présent et qu'il faut être là sincèrement avec les gens et que les choses elles se feront si on a envie qu'elles se fassent et que c'est pas et que aller à Paris, ça veut pas dire que t'auras un atelier, que t'auras une galerie, que t'auras plein de choses. En fait, ça veut rien dire du tout. C'est juste t'es à Paris, t'es là où ça se passe, mais peut-être qu'il se passera rien pour toi. C'est bien, ça me fait plaisir que tu dises tout ça. Donc force à vous, ceux qui font pas les beaux-arts de Paris ou les arts déco de Paris, c'est bien aussi et soyez fiers. Et peut-être pas aussi chauvin ou chauvine que Marion, mais force à vous. Pour finir, je vais te poser une question que je poserai systématiquement à chacun et chacune de mes invités. Est-ce que aujourd'hui tu réussis à vivre de ton travail d'artiste et sinon quels moyens t'as trouvé pour gagner des sous parce que c'est bien de ça dont on parle tout de suite. Comment tu t'en sors? Alors, alors j'ai fait alors tout d'abord, j'ai toujours fait le choix
en sortant des Beaux-Arts, de ne jamais faire de travail alimentaire. Et en fait, le fait de ne pas vivre à Paris, c'est aussi ça. C'est que je peux payer mon loyer sans aller travailler à Bio C'est Bon. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux pour moi. Donc, à l'heure actuelle, comme je t'ai dit, j'ai un atelier. J'ai la chance de ne pas payer mon atelier parce que c'est des ateliers de la ville. Donc déjà, ça me fait un loyer en moins. Et concrètement, je navigue entre des résidences où je suis payée, évidemment, des expositions, et en fait je fais un vrai choix radical qui est de ne pas postuler sur des appels à projets où il n'y a pas de rémunération. Alors c'est aussi à prendre avec des pincettes parce que bien sûr que j'ai fait des projets où il n'y avait pas de rémunération. Encore il y a 2 mois je suis montée à Paris, il n'y avait pas de frais de transport, il n'y avait pas d'hébergement, il n'y avait pas de rémunération. Donc quand je fais ce choix-là de monter à Paris, tout simplement, je vais faire des covoiturages, je vais remplir ma voiture et je vais essayer de me démerder pour au final, ce qui est véridique, payer 20 € mon aller-retour Paris 7. Donc voilà, donc en fait je fais des choix qui, moi, n'amputent pas ma partie financière, et à la fois d'autres choix où je vais récupérer de l'argent assez facilement, c'est-à-dire voilà, faire soit des résidences, soit faire des conférences. Aujourd'hui, tu le sais, j'ai pas de galerie, c'est aussi finalement, on peut presque dire, un choix. Et en fait, je pense que c'est parce que disons que je me fais pas réellement de soucis par rapport à l'argent, peut-être parce que j'arrive à vivre avec pas beaucoup, mais en fait, c'est ce que je te disais dans le fait de pas vivre dans les vrais centres névralgiques. C'est-à-dire que quand je fais une résidence, si j'ai 500 € de budget de prod, moi je vais essayer de négocier avec la résidence pour utiliser que 250 et que eux acceptent de faire un partenariat avec ma prochaine expo pour injecter les autres 250 dans ma nouvelle expo. Et en fait, c'est que des choses comme ça, et c'est comme ça que j'arrive en fait à... Finalement, tu vois, ça fait 1 an que j'ai pas dépensé de la thune dans mes productions, alors que j'ai des temps à l'atelier, que j'ai des temps en résidence et que j'ai des temps où je suis pas payée. Et finalement, tout mon matos que j'ai à l'atelier, je le paye parce que la résidence d'avant, j'ai négocié ça, j'ai négocié comme ça, et donc voilà. Donc aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon travail artistique. Et tu parles de moyens, et en fait, il faut vraiment trouver des moyens et des stratégies pour arriver à produire et à faire des choses sans forcément avoir de l'argent ou sans forcément être dépendant de ça. En tout cas, j'essaye de pas dépendre de cet aspect financier, et on en parle beaucoup dans l'art de cet aspect financier. J'essaye de me tenir assez loin de ce truc-là. Ça paraît assez idéaliste, mais pour l'instant c'est comme ça que je vis, et j'essaie de faire ça un peu au jour le jour, et pour l'instant c'est comme ça que ça se passe. Et tu dis c'est idéaliste, mais enfin qu'on se méprenne pas, enfin que les auditeuristes qui t'entendent et qui te connaissent pas se méprennent pas. Enfin t'es pas issu d'une famille bourgeoise qui gagne des milliers des cents, enfin loin de là, même si je puis me permettre. Donc c'est vraiment enfin par force je suis pas rentière. Ouais, non. Il y a pas de ça. Non. J'entends ta mère derrière qui se marre. J'avoue, ma mère, elle est à côté, elle est commerçante, c'est le confinement. Là, on sait pas où ça en est. Donc, non, en vrai, c'est pas, voilà, c'est pas idéaliste dans le sens où, moi, ça veut pas dire que parce que je dis ça aujourd'hui, demain, je me poserai pas la question, et je me la suis peut-être posée avant-hier. C'est juste que j'essaye toujours de trouver des stratégies et des méthodes pour pallier à l'achat de mes délires artistiques. Mais juste, ça va pas empiéter sur mon confort de vie et de savoir ce que je vais bouffer demain, quoi. Merci. C'était le premier épisode de Présente. Merci de l'avoir écouté. Merci Marion d'avoir accepté de discuter avec moi malgré les conditions extrêmes d'enregistrement. Je remercie également Tom Delangle d'avoir créé le visuel de Présente, et à David Walters d'avoir accepté que j'utilise sa musique pour le générique. J'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à m'envoyer des messages pour me dire ce qui vous a intéressé ou pas d'ailleurs. C'est Camille Bardin sur tous les réseaux. Je mettrai un
maximum d'informations sur Marion, sur son travail, les différents visuels des œuvres dont on a pu parler rapidement sur les différentes plateformes sur lesquelles je posterai ce podcast. Je ne sais pas encore où, mais on verra et on va s'organiser au fur et à mesure. Je vous préciserai tout cela au fil des épisodes. Pour le prochain épisode de Présente, j'accueillerai Camille Jutier. On parlera sûrement d'autisme, de normes et de déconstruction. On verra encore au fur et à mesure. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse fort et merci encore pour tout. Merci à toi Camille pour cette invitation et force à tout le monde et l'art c'est possible sans habiter à Paris.